Donc, merci Très à bien. tous. C'est notre premier webinaire avec Calva. Enfin, c'est notre deuxième, puisqu'il y avait la semaine dernière le webinaire général organisé par l'HAS et Calva et l'ARS sur la certification. Là, c'est notre premier webinaire et on souhaite vous en proposer de manière régulière, tous les 2, 3 mois, sur les exigences de la nouvelle certification sur les produits de santé. Ce webinaire est consacré à deux focus en particulier, la méthode de traceur ciblé et puis les médicaments à risque. Alors, je viens passer la parole pour le ordre du jour, si Oui. tu veux bien. Donc, vu que c'est le premier webinaire commun certification médicaments, on va quand même reprendre quelques généralités en allant là assez vite. Les 5 méthodes d'évaluation et donc le focus traceur ciblé. On va voir tous les critères d'évaluation spécifiques justement à cette thématique. Différents points clés à aborder ensemble. Ensuite, plus la partie médicaments à risque et puis les outils aujourd'hui disponibles. Un retour d'expérience sur 2 établissements qui ont déjà mis en œuvre un traceur ciblé médicaments. Et puis, de laisser une bonne partie de cet échange justement sur le volet questions-réponses. Alors, les généralités. Bon, je sais que vous en avez déjà quand même entendu parler là, de cette nouvelle certification. Cette diapo veut essayer de mettre en avant les changements entre la VLA 2014 et la nouvelle certif. Bon, le référentiel a été modifié. On va revoir après les 3 chapitres maintenant disponibles. On va en parler. Avant, il y avait des fiches thématiques, ça ne change pas. Maintenant, c'est juste des fiches pédagogiques, mais très importantes et on aura l'occasion souvent d'y faire référence. Donc aujourd'hui, 24 fiches pédagogiques. Le vrai changement quand même de cette visite de certification, ça va être, avant, vous savez, c'était des audits de processus qui étaient organisés sur soit notre semaine de visite, enfin en tout cas sur les jours de visite de certification, selon le plan du PDCA, du Plan Do Check Act, et donc des experts visiteurs qui venaient, oui aussi sur le terrain, mais avec un peu de patients traceurs, mais quand même c'était le début, on va dire, de l'évaluation avec les patients traceurs. Là, clairement, cette nouvelle certification, elle va être que finalement sur le calendrier de visite, vous aurez que des évaluations avec 5 méthodes d'évaluation donc qui rempliront ce calendrier de visite. Donc là, on va en parler. Le compte qualité, je passerai rapidement. Bon, la HAS dit qu'ils l'ont maintenu, mais bon, il a une forme différente, ça c'est sûr, et on pourra en parler si vous le voulez. Avant, dans la V 2014, les résultats de la certification étaient notés entre aller de A à E. Demain, ça sera donc des labels, soit on sera certifié avec mention, certifié, sous condition ou non certifié. Avant, donc le logiciel de suivi, c'était Sarah, le lien avec la HAS, et maintenant, donc c'est l'outil Calista. Et puis, ce qui change aussi, c'est que les résultats étaient sous forme d'un rapport avec énormément en fait de texte et un rapport vraiment littéral des constats. Et le vrai changement aussi, un rapport maintenant très quantifié avec des radars, des pourcentages de conformité aux critères. Donc, et uniquement, on va dire, une petite synthèse qui sera rédigée par le coordonnateur de visite. Donc là aussi, un rapport complètement différent. Nous parlions en V2014 des événements d'investigation obligatoires que chaque, on va dire, pilote de processus avait. Bon, ça n'a pas été repris et aujourd'hui, on parle de critères standards, impératifs et de critères avancés. Donc là, on va pouvoir reparler de tout ça dans ce webinaire. Donc, le référentiel de certification, là aussi mis en ligne par la HAS et vous avez les différents liens pour le retrouver. Je vais passer assez rapidement, on va redétailler la fiche critères, mais à chaque fois, c'est fait selon le même modèle, une fiche critères et puis des fiches pratiques aussi qui sont vraiment intéressantes. Encore faut-il avoir le temps aussi, oui, d'aller les voir. Alors, ce nouveau manuel de certification. 3 chapitres, 15 objectifs.
les 3 chapitres patient, équipe, établissement. Et on vous a remis donc sur cette diapo les 15 objectifs. Et l'Omedit a rajouté justement avec une petite pastille l'ensemble des objectifs pour lesquels en fait ils sont concernés aussi pour le circuit du médicament, pour la thématique médicament. Parce que c'est vrai que franchement, la vraie différence pour le médicament, ben, à la dernière certif, on le savait, on avait la thématique circuit du médicament, enfin prise en charge médicamenteuse, tandis que là maintenant, il faut retrouver un peu tous les critères qui sont rattachés à cette prise en charge médicamenteuse. Donc, cette diapo est facilitante aussi pour pouvoir s'y retrouver. Je ne lis pas l'ensemble des objectifs, hein, vous les avez sinon là sous les yeux et vous les avez donc sur le, en ligne en cliquant avec les liens. Donc, la fiche critères, elle est toujours faite de la même façon. Vous avez le champ d'application qui est très important de voir est-ce que c'est un critère qui concerne tous les établissements ou un secteur en particulier. Et le niveau d'exigence, est-ce que c'est standard ou est-ce que c'est impératif? Et là, auquel cas, on va en reparler, mais c'est vraiment les critères à s'occuper en priorité, hein, clairement, parce que c'est des critères qui peuvent faire que même si l'établissement a une note convenable au-delà de 50%, l'établissement pourrait être non certifié s'il y a ces critères qui ne sont pas conformes. Et puis, à chaque fois, les éléments d'évaluation qui sont décrits et vous avez la méthode d'évaluation qui est employée sur le côté à chaque fois et toutes les références, toute la bibliographie qui est retrouvée sur ces fiches critères. Donc, clairement, il faut à un moment se poser pour aller voir ces fiches critères. Alors, pour cette thématique prise en charge médicamenteuse, on a parlé des fiches pédagogiques. On vous incite à aller vraiment utiliser cette fiche pédagogique sur la prise en charge médicamenteuse où vous avez, elles sont faites toujours de la même façon, vous avez les enjeux nationaux qui sont rappelés, en quoi la certification en fait répond à ces enjeux et puis les différents points clés donc, du processus avec tout ce qui va être regardé plus spécifiquement par les experts visiteurs. Donc là, pour la prise en charge médicamenteuse, toutes les étapes, on y reviendra, donc administration, dispensation, bon usage des antibiotiques, tout ce qui est approvisionnement, transport, stockage, médicaments à risque, la conciliation, les EPP et prescription. Bon, je n'ai pas dit dans l'ordre. Et là, à chaque fois, sur le support, vous avez les liens qui vous amènent directement aux outils. Donc, vraiment, un très gros travail de l'Omedit et vraiment très facilitant. D'ailleurs, vous avez aussi les liens avec les autres fiches pédagogiques parce qu'effectivement, la thématique médicaments, elle se retrouve aussi dans d'autres, plus partiellement, mais dans d'autres fiches pédagogiques. Donc, sachez que vous avez la fiche pédagogique, donc HAD, douleur et soins palliatifs, prise en charge de la personne âgée et prévention des infections associées aux soins. Donc là aussi, les liens pour y aller plus facilement. Alors, deuxième partie, les 5 méthodes d'évaluation. Chaque critère, finalement, pourra être évalué par une ou plusieurs de ces 5 méthodes. Donc, vous connaissez déjà, c'est sûr, le patient traceur. Clairement, par contre, cette évaluation va être vraiment faite encore de façon beaucoup plus importante là, dans cette nouvelle itération. Donc là, je vais passer rapidement, mais c'est avec une rencontre patient et rencontre équipe de soins, et c'est pour évaluer donc, tout ce qui est qualité et sécurité de la prise en charge du patient. Les nouvelles méthodes. Alors, l'observation, je vais passer rapidement, c'est dans la 5e, là, qui est notée. Ça, c'est, comme son nom l'indique, c'est de l'observation, et c'est inclus dans les évaluations, dans les traceurs, comme on les appelle. Ça sera regardé par les experts visiteurs, soit pendant le patient traceur, pendant le parcours traceur ou pendant le traceur ciblé. Donc, finalement, on peut distinguer donc 4 temps, 4 différentes méthodes. Donc, le parcours traceur, nouvelle méthode, qui là, c'est une méthode finalement complémentaire du patient traceur.
Elle évalue la continuité et la coordination de la prise en charge des patients, le travail en équipe aussi, et la culture qualité et sécurité. Et là, il y a aussi rencontre équipe et il y a une réalisation du circuit physique en fait du patient. Donc, l'expert visiteur ou les auditeurs réalisent en plus de façon physique le circuit, le parcours en fait qui a été ciblé. La troisième méthode, c'est le traceur ciblé. Donc là, le traceur ciblé, on va en reparler après, juste après. Et donc là, c'est une évaluation, on part vraiment du terrain, d'une cible qui a été choisie. Et enfin, donc l'audit système. Donc l'audit système, là, qui par contre viendra évaluer que alors aujourd'hui que 7 thématiques, on va dire, tout ce qui est leadership, qualité de vie au travail, avec travail en équipe, l'engagement patient et relations des usagers, tout ce qui est maîtrise des risques et la dynamique d'amélioration continue de la qualité des soins, et puis la coordination territoriale. Donc, un petit focus sur la diapo suivante, sur le traceur ciblé. Le traceur ciblé, on peut finalement un peu le comparer, moi j'aime bien dire, avec la pelote de laine, où vraiment on vient voir, on voit une cible précise, donc, et on va aller voir après, on va chercher à comprendre comment se passe le processus. Donc, c'est une investigation donc, de terrain, et qui va cibler aujourd'hui 7 processus, donc circuit du médicament et des produits de santé. Il pourra quand même s'adresser aussi donc, à la gestion des produits sanguins labiles, la gestion des événements indésirables graves, sur la prévention des infections associées aux soins, l'accueil non programmé, transport intra-hospitalier, le prélèvement et greffe d'organes. Donc, il faut savoir que par établissement, on pourrait être concerné par plusieurs traceurs ciblés pour une même thématique. Ça sera vraiment selon la taille et l'activité de la structure. Le temps en lui-même de l'évaluation, c'est 1h30. C'est assez court, c'est maximum même 1h30. Ça se fait plutôt assez rapidement. Pour autant, il y a toujours un temps important de préparation, comme dans toutes les EPP, le temps vraiment avant et le temps après. Donc, pour le traceur ciblé, ça pourra reprendre, par exemple, la prescription d'un médicament à risque, la prescription d'un antibiotique ou même d'un dispositif médical, d'un DMI. Voilà, ça peut être différentes choses, mais l'expert visiteur choisira une cible bien particulière, mais à partir de cette cible, il cherchera à comprendre comment se passe justement ce processus et donc rencontrera les équipes, mais un à un, je dirais. Enfin, vraiment, il ira, par exemple, pour le médicament, si c'est la cible, ça sera une prescription par exemple, d'un médicament à risque. Il ira d'abord rencontrer donc le prescripteur, comment ça se passe dans le service, et il rencontrera aussi, voilà, pharmacien, préparateur, mais aussi donc infirmiers, les personnes du transport aussi. Donc voilà, mais les personnes, on les rencontre progressivement en fait. Et vous avez une petite vidéo aussi disponible de la HAS qui est très bien faite. Donc on vous invite aussi à la regarder, ça reprend rapidement pour expliquer donc, cette nouvelle méthode. Mais on reviendra, oui, sur les questions après. Donc, une mise en situation, là, on a refait le focus de la HAS. Si vous voyez, la cible est un médicament à risque ou une prescription aussi d'antibiotiques, ils viendront, c'est sûr, à la pharmacie et demanderont d'expliquer voilà, comment vous réalisez donc, la dispensation des médicaments. Au début, vraiment, les questions sont assez larges. Aussi de faire montrer finalement comment se passe l'analyse pharmaceutique sur le dossier de cette patiente. Comme ça, vous leur montrerez vraiment avec votre logiciel comment ça se passe, où sont les messages, voilà, concrètement comment c'est dans votre structure, et des questions assez larges pour vraiment comprendre comment par exemple, sur les pratiques d'analyse pharmaceutique, comment ça se passe.
Donc vraiment, le traceur ciblé, on part du terrain, on part d'une cible précise et on remonte sur la compréhension de l'organisation du processus. Après, là, vous avez un exemple de critères. Vous savez que toutes ces méthodes d'évaluation, il faut répondre par oui ou non. Donc ça, ça sera pas forcément toujours simple. Et donc là, vous avez un exemple. Donc les équipes respectent les bonnes pratiques alors je pense que là c'est de prescription donc et de dispensation des médicaments. Donc, vous voyez, un critère est quand même assez large et donc voilà, avec cette méthode de traceur ciblé, il faut être en capacité voilà, de répondre à chaque fois oui ou non. Et donc, il faut quand même déjà bien connaître les attendus pour pouvoir répondre oui ou non. Et on reviendra donc en fin de webinaire sur 2 retours justement d'expériences de traceurs ciblés qui ont été mis en place sur le médicament justement dans 2 structures. Alors, quels sont les critères d'évaluation qui sont spécifiques à la prise en charge médicamenteuse? D'abord, le rappel des enjeux nationaux, ce sont toujours les mêmes. Lutter contre la iatrogénie médicamenteuse, éviter les erreurs médicamenteuses, sécuriser notamment tout ce qui est circuit processus liés aux médicaments à risque, promouvoir le bon usage des antibiotiques et lutter contre l'antibiorésistance, promouvoir la conciliation des traitements médicamenteux et continuer de développer la culture de la pertinence des prescriptions. Tout ça est relayé, comme vous le disiez Anne-Laure, dans la fiche pédagogique PECM. Quels sont les critères standards concernant la PECM et les dispositifs médicaux? Alors, vous en avez 14 qui sont standards. Comme vous disiez Anne-Laure, sur ces 14 standards, le champ concerne tous les établissements, tout type d'établissement. Le premier critère concerne tout ce qui est information du patient à sa sortie, les consignes. Il est informé sur les dispositifs médicaux qui lui ont été implantés. Il est informé éventuellement des produits sanguins labiles et médicaments dérivés du sang qui lui ont été administrés. Toutes les prescriptions antibiotiques sont argumentées et réévaluées. La pertinence des transfusions des produits sanguins labiles est argumentée. Il y a eu une modification sur une adaptation du manuel en septembre 2021 et donc il n'y a plus les médicaments dérivés du sang qui rentrent dans ce critère. Il y a également le critère qui concerne les bonnes pratiques de prescription, de dispensation, ensuite les bonnes pratiques d'administration, la maîtrise sur l'achat du circuit des produits de santé, tout ce qui concerne l'approvisionnement, le stockage et l'accès à ces produits, conformément aux recommandations de bonnes pratiques, la maîtrise de la discontinuité de la prise en charge médicamenteuse, notamment des patients vulnérables et à sa sortie, tout ce qui est maîtrise du risque infectieux lié aux médicaments, au traitement, au stockage des dispositifs médicaux réutilisables, la maîtrise du risque infectieux sur les dispositifs invasifs, la maîtrise du risque de dépendance iatrogène et le respect des recommandations vaccinales. C'était pour les 14 critères standards. Ensuite, vous en avez 5 qui sont critères impératifs pour lesquels l'HAS se réserve le droit de ne pas accorder la certification s'il n'y a pas atteinte des objectifs sur ces 5 critères. Dans ces 5 critères impératifs, vous en avez 4 qui concernent l'ensemble des établissements et un spécifique sur les établissements qui sont concernés par la chirurgie et le secteur interventionnel. Le premier critère concerne tout ce qui est prise en charge de la douleur du patient. Ensuite, la maîtrise de l'utilisation des médicaments à risque. Ce sera le sujet, le focus d'aujourd'hui. Les bonnes pratiques d'antibioprophylaxie liées aux actes invasifs. L'analyse collective des événements indésirables associés aux soins et la gouvernance liée au management de la qualité et sécurité des soins. Enfin, un seul critère avancé sur la PECM, c'est la conciliation médicamenteuse. Ça, c'est du point bonus. Au-delà de ces critères qui sont spécifiques des médicaments, liés aux produits de santé, vous en avez un certain nombre qui sont transversaux et qui sont en lien avec la prise en charge médicamenteuse, comme vous le disiez Anne-Laure. On ne va pas tous les cibler, mais regardez bien, vous avez quand même tout ce qui est action à destination du patient pour qu'il soit acteur de sa prise en charge. Tout ce qui est lié à l'expérience du patient, l'expression de sa satisfaction, le respect du maintien de l'autonomie du patient, qu'il soit en situation de handicap ou non.
Ensuite, tout ce qui est la prise en compte de la préparation de la sortie du patient en tenant compte de ses conditions de vie habituelles. Tout ce qui est démarche palliative, fin de vie, la lettre de liaison de sortie. Sur le manuel, vous allez retrouver des éléments d'évaluation sur le médicament ou les dispositifs médicaux. Vous avez également tout ce qui est maîtrise de la sécurité prévisionnelle, là vraiment des mots de vigilance, les équipes qui mettent en place ces actions d'amélioration fondées sur l'évaluation de la satisfaction et de l'expérience du patient, et tout ce qui est action liée à l'analyse collective des résultats des indicateurs qualité et sécurité des soins. Vous avez ensuite le passage, tout ce qui est lié à l'éviction du passage des personnes âgées aux urgences, le soutien à la culture de sécurité des soins, une modification, une adaptation du manuel en septembre sur l'analyse des événements indésirables, qu'ils soient graves ou non. Il doit être consolidé, exploité et communiqué à l'échelle de l'établissement. On vous propose maintenant de faire le rappel des points clés prioritaires sur le circuit du médicament. Donc, concernant la prescription, donc, elle va être évaluée au moyen d'un critère standard avec deux types de méthodologie. D'une part, le parcours traceur et d'autre part, le traceur ciblé. Au niveau des attendus, donc, il faut qu'il n'y ait aucune retranscription, que les experts visiteurs puissent retrouver une liste qui récapitule l'ensemble des prescripteurs habilités à prescrire. Une attention particulière va également être notée sur l'implication des professionnels au niveau d'audit, d'évaluation des pratiques professionnelles et l'appropriation des résultats des évaluations de ces audits afin de mettre en place collectivement des mesures d'amélioration. Il est également attendu que l'analyse de la prescription se fasse dans son intégralité en prenant en compte le traitement personnel du patient. Par ailleurs, il y a également différentes vigilances spécifiques à prendre en compte. Une attention particulière est portée sur les prescriptions anticipées en si besoin, la prescription orale. Donc, ces modes de prescription doivent être encadrés, argumentés. Vont être également évaluées les prescriptions à haut risque, donc qui concernent les populations vulnérables, enfants, personnes âgées, certains types de médicaments, notamment les stupéfiants, les chimiothérapies, et puis également les types de prescriptions, en particulier l'entrée, la sortie. Une attention va également être portée sur l'existence d'un support unique prescription-administration, et enfin sur le déploiement de l'informatisation de la prescription. Concernant maintenant les bonnes pratiques d'antibioprophylaxie liées aux actes invasifs, donc ça constitue un critère impératif qui est évalué à l'aide du traceur ciblé. Et au niveau des attentes, donc il faut qu'il y ait des protocoles d'antibioprophylaxie et de préparation cutanée qui soient actualisés, que la prescription de l'antibioprophylaxie soit faite en préopératoire par l'anesthésiste ou le chirurgien, que ce soit tracé dans le dossier, que l'administration et la durée du traitement soient conformes au protocole et aux recommandations des sociétés savantes, et que l'antibioprophylaxie fasse l'objet d'une vérification au travers d'une checklist. Et vous avez, comme on l'a mentionné en amont, les différentes fiches pédagogiques avec une fiche pédagogique qui porte sur l'évaluation de la prévention des infections associées aux soins qui vous permet d'approfondir les notions autour de ce critère avec les différents attendus. Concernant la dispensation, donc ça constitue aussi un critère standard évalué à partir de deux types de méthodes, le parcours traceur, le traceur ciblé, et les 4 grandes étapes de la dispensation vont faire l'objet d'une évaluation par les experts visiteurs. Donc au niveau de l'analyse pharmaceutique notamment, donc avec une attention sur l'organisation, quelles sont les données disponibles accessibles aux pharmaciens, quels sont les moyens humains qui sont engagés, qui sont disponibles à la pharmacie,
Est-ce que cette analyse de la prescription est organisée? Est-ce qu'il y a une priorisation qui est faite au regard de certains profils de patients, au regard de certains services à risque? Est-ce que les avis pharmaceutiques sont pris en compte par les médecins? Au niveau de la préparation des doses à administrer, donc les experts vont regarder les modes de préparation des médicaments qui sont employés dans l'établissement. Est-ce que ces derniers sont adaptés ou sécurisés en fonction des services, des profils de patients? La même chose pour la délivrance des médicaments. Ils vont regarder si la délivrance est individuelle, nominative, globale, reglobalisée, et si elle est adaptée en fonction de certains services à risque, de certains profils de patients. Et puis enfin, ils vont porter une attention toute particulière sur la mise à disposition d'informations et conseils de bon usage des médicaments avec la remise de documents, de fiches conseils à destination des patients, mais aussi des professionnels de santé impliqués dans la prise en charge. L'approvisionnement, le stockage et l'accès aux produits de santé devront être réalisés conformément aux recommandations de bonne pratique. Donc, ce critère standard sera évalué sous forme d'observation et par la méthode du traceur ciblé. Donc, ce qui sera attendu, c'est l'existence et la mise en œuvre d'une procédure de gestion des commandes pour le processus d'approvisionnement qui doit se décomposer en 5 étapes. Ce qui sera attendu aussi, c'est la gestion des ruptures de stock, le transport des produits de santé et la traçabilité de ce transport. Pour les équipements de stockage, ils devront respecter les règles de stockage, de sécurité, de confidentialité, d'hygiène, d'ergonomie et de fiabilité. Et enfin, un dernier point qui sera attendu, c'est sur la conservation, les conditions de conservation des médicaments. Donc, il y a certains points qui vont faire l'objet d'une vigilance spécifique, notamment les règles et les conditions de stockage qui devront être conformes et sécurisées. L'identification du responsable du transport entre la pharmacie et les unités fonctionnelles. Les conditions de transport devront être adaptées, notamment sur l'équipement de stockage, la chaîne du froid, la confidentialité et l'organisation des transports pour les besoins urgents et produits à faible stabilité. Il y aura une vigilance aussi qui sera apportée sur l'organisation de la réception des produits de santé dans les unités de soins, sur la traçabilité des contrôles qui seront réalisés, qui devra être retrouvé, et également sur le contrôle des quantités au regard des prescriptions qui seront faites, sur le mode de détention et le respect des règles d'étiquetage et de conservation des médicaments. Et également sur les conditions de stockage, pas de stockage à même le sol et pas absence de produits périmés. Alors, concernant l'administration, c'est vrai qu'en plus, étape toujours très regardée aussi, qui représente 50% à des erreurs médicamenteuses. Les attendus, que la prescription médicale soit vérifiée et bien prise en compte au moment de l'administration. Que la préparation des médicaments par l'infirmier soit bien dans une zone adaptée, plus proche de l'administration et sans interruption de tâches, ou alors vraiment qu'il y ait une réflexion aussi au sein du service par rapport à ça. Qu'il y ait bien sûr, comme déjà dans la version précédente, des outils d'aide à la préparation disponibles et connus des professionnels. Donc là aussi des exemples de documents de mise à disposition, aide au calcul de dose, état de conversion, procédure d'administration, j'en passe. Tout ce qui est bien sûr que la concordance produit, patient et prescription soit réalisée et que bien sûr là aussi qu'un même professionnel habilité prépare et administre avec une participation et l'information patient et ou entourage. Là aussi, ça revient dans chaque critère. Vous avez bien vu l'implication patient qui revient vraiment dans toutes les thématiques. Donc, les vigilances spécifiques pour cette étape, les piluliers nominatifs et identifiables jusqu'au lit du patient et pas simplement d'ailleurs au numéro de chambre, que toute préparation soit étiquetée
Bien sûr, attention particulière pour les chimiothérapies, et puis tout ce qui est respect de règles d'identitovigilance. Une double vérification qui peut être aussi pour tout ce qui est préparation dans un contexte bien précis, mais voir si vraiment l'établissement a identifié les médicaments à risque et sinon comment faire pour tel ou tel dispositif à risque. La traçabilité de l'administration et de la non-administration qui doit être faite au plus près de la prise en charge donc dans le dossier. Bien sûr, l'information, surveillance du patient. Et puis, une attention particulière, bien sûr, tout ce qui est prescription orale, respect de l'autonomie du patient, allergie, et puis quand il y a gestion du traitement, oui, par le patient ou de l'entourage. Focus sur les médicaments à risque maintenant. Donc, les attendus concernent tout d'abord la maîtrise de l'utilisation des médicaments à risque par les équipes. Donc, sur les attendus, on a tout ce qui est mise à jour d'une liste régulière et adaptée à l'établissement et potentiellement au secteur si l'établissement est concerné par plusieurs secteurs d'activité bien distincts. Ils vont regarder la sécurisation de l'utilisation de ces médicaments avec 3 objectifs: la prévention et la détection des erreurs, l'atténuation potentielle de leurs conséquences, l'information et la sensibilisation régulière des patients et des professionnels de santé. Les points de vigilance sur ces médicaments à risque. Ils vont regarder la liste des médicaments propres à chaque établissement, éventuellement propres à chaque pôle d'activité en fonction des pathologies prises en charge, les mesures barrières de sécurité qui ont été mises en place pour prévenir les erreurs. Ils vont regarder potentiellement les médicaments concernés avec les look-alike, sim-alike, les marges thérapeutiques étroites, avec des médicaments à modalité d'administration particulière. Ça peut être les radiopharmaceutiques, mais ça peut être aussi les chimiothérapies, les stupéfiants, etc. Ils vont regarder plus particulièrement, effectivement, anticoagulants, les narcotiques, les opiacés, les insulines, les sédatifs. On l'a dit avant, les stupéfiants en particulier, mais pas que. Donc, sur ce critère impératif, donc Céline a résumé quelques points qui vont être ciblés par les experts visiteurs, qui vont s'assurer de l'identification par l'établissement de la liste des médicaments à risque. À noter du coup que cette liste elle va dépendre du type de pathologie prise en charge et qui va être spécifique à chaque établissement, voire pôle d'activité. Les experts visiteurs vont également s'assurer que les médicaments à risque sont gérés différemment des autres médicaments à toutes les étapes du circuit. Et ils vont également s'assurer qu'il y a des mesures qui sont mises en place pour sécuriser la prise en charge du patient. Donc au final, les experts visiteurs ils vont s'assurer que l'établissement a identifié les médicaments à risque, qu'il y a des mesures barrières qui ont été mises en place pour prévenir les erreurs. Et enfin, ils vont également évaluer le niveau de connaissance et l'application par les services des Never Events. C'est le point qui va être abordé juste après. Donc oui, très brièvement, donc les experts visiteurs vont évaluer en fait si des mesures barrières sont mises en place tout au long du circuit du médicament pour prévenir les 12 Never Events qui sont listés sur la diapo. Donc, je pense que ce sont vraiment des événements qui sont quand même bien connus au sein de vos structures. Donc vous avez la liste qui est récapitulée ici. Donc, quelques outils pour pouvoir élaborer. Donc, l'équipe doit disposer de la liste des médicaments à risque utilisant les services et en a connaissance. Donc, les OMEDIT vous proposent des outils sur l'aide à l'élaboration d'une liste de médicaments à risque, les médicaments à consonance ou apparence semblable avec une liste de médicaments où les confusions sont possibles. Vous avez aussi en ressource la liste des médicaments avec des niveaux d'alerte élevés de l'ISMP. Et aussi un exemple de poster de communication pour pouvoir communiquer avec les équipes. Et concernant le critère où l'équipe doit disposer des règles de stockage des médicaments à risque et en a connaissance,
On vous propose un exemple avec l'exemple du KCL, qui est un Never Event, avec une synthèse des mesures barrières qui sont existantes, avec justement toute la préconisation des mesures de barrières pour le stockage au niveau des unités de soins, avec une grille d'auto-évaluation. Pour le critère sur les professionnels concernés sont sensibilisés, formés aux risques spécifiques induits par l'utilisation de ces médicaments. Donc, on vous propose une boîte à outils où vous avez, avec le Médit Normandie, la liste des Never Event. Le Médit Bretagne propose aussi des Never Event sur l'usage des gaz médicaux. Et le Médit Centre-Val de Loire, par exemple, vous propose des affiches, des fiches médicaments et aussi des e-learning sur des médicaments à risque. Donc, l'insuline est un médicament à risque et toute erreur liée à l'administration d'insuline constitue un erreur. Ah, il y a un petit problème sur la slide. Voilà. Donc, l'insuline, toute erreur liée à l'administration d'insuline constitue un Never Event. Et différentes OMEDIT ont travaillé en fait sur des outils pour sécuriser au mieux l'administration de ce médicament. Par exemple, l'OMEDIT Normandie a mis à disposition des fiches rétexte erreurs médicamenteuses, dont l'une en fait qui porte sur l'analyse de l'événement autour d'une erreur d'administration d'insuline, avec un kit d'animation qui est associé pour animer dans les services des quick séances de sensibilisation de 10 minutes qui permettent d'analyser collectivement l'événement et de réfléchir à des mesures barrières à mettre en place au regard de sa pratique, de son environnement de travail. Et puis les OMEDIT Centre-Val de Loire et Pays de la Loire ont également travaillé sur des fiches de bonnes pratiques d'utilisation des insulines, stylos d'insuline jetables, bien les identifier pour ne pas se tromper, et focus sur les insulines fortement concentrées. Donc, vous allez retrouver un certain nombre d'e-learning, en fait, de sensibilisation des professionnels de santé, en particulier des soignants, des infirmiers, sur l'ensemble des critères qui vont être investigués par les experts visiteurs. Donc, il y a un premier module d'e-learning qui est en cours, qui est quasiment finalisé entre l'OMEDIT Normandie et l'OMEDIT Centre sur les médicaments à risque. Mais il va y en avoir, en fait, une petite dizaine sur l'ensemble du processus. La prescription, l'administration, la dispensation, l'approvisionnement, le transport, le stockage, etc. Donc, comme le disait Baptiste, vous avez toutes nos fiches de bon usage des produits de santé sur notre site OMEDIT. Il y a une boîte à outils dédiée à la certification. Vous avez des outils de gestion de risque avec toutes les cartographies des risques, même sur des risques qui sont très particuliers. Hein. Vous avez aussi sur tous les produits radio-pharmaceutiques, les essais cliniques. Vous avez aussi des films d'analyse de scénarios sur les erreurs médicamenteuses. On en a une dizaine. Et puis, vous avez une boîte à outils dédiée aux Never Events. On vous propose maintenant de faire 2 retours d'expérience. Tout d'abord avec Florence Bazouillot, qui est pharmacien au centre Henri Becquerel à Rouen. Et ensuite avec Bruno Jeanne, qui est responsable qualité à la clinique Saint-Martin, puisque tous les deux ont vécu une très belle expérience sur la nouvelle certification récemment. Florence, je peux te passer la parole pour faire un petit retour d'expérience? Alors déjà, il y a 2 questions qui vous sont posées. Comment avez-vous préparé les équipes à cette nouvelle méthode d'évaluation sur traceurs ciblés médicaments? Et puis, est-ce que vous avez éventuellement rencontré des difficultés sur cette nouvelle méthode, avec cette nouvelle méthode? Alors, c'est un travail de préparation collectif qui s'est fait beaucoup en collaboration avec notre service qualité, qu'on peut remercier pour l'accompagnement qu'ils font auprès de nous. Bon. Donc, comment on a fait? On a fait à partir du mois de février, donc la visite s'est déroulée du 13 au 17 septembre. On a fait des audits sur le circuit du médicament, c'est des audits en fait traceurs ciblés sur le circuit des antibiotiques, des morphiniques, des chimiothérapies. Ces audits ont été préparés, les grilles d'audit avaient été préparées par le service qualité à partir du référentiel de la HAS, le référentiel 2020. Et pour préparer les équipes, donc, ils sont allés piocher tous les critères, excusez-moi, du référentiel
pour faire ces audits. Et puis, on a également bénéficié, ça c'est une chance, d'une mission d'appui Unicancer avec des experts visiteurs émanant des CLCC qui sont venus dans notre établissement et qui ont fait un traceur ciblé sur le circuit, sur les médicaments à risque, les morphiniques, et sur le circuit des péros. Donc, les questions auxquelles on a été… Alors, comme outil, l'outil de référence, celui sur lequel je me suis beaucoup appuyée, c'est la fiche pédagogique sur la prise en charge médicamenteuse des patients dont vous avez parlé. Les questions, si on passe plus dans le concret, les questions qui nous ont été posées donc, sur les médicaments à risque, c'est est-ce que les médicaments à risque sont connus des professionnels? Est-ce qu'il y a une liste des médicaments à risque affichée dans tous les services? Ça, c'était une exigence de la part des experts visiteurs. Donc, dans le cadre des traceurs ciblés, ils ont analysé tout le circuit, ils ont interrogé les professionnels qui prescrivent, les médecins, ils ont interrogé les pharmaciens, ils ont interrogé les infirmières. Donc, ils demandent aux médecins comment est-ce qu'ils font pour prescrire, quelle est leur formation, quels outils ils ont à disposition, quel référentiel pour mieux prescrire. Sur le plan de au niveau de la pharmacie, ils nous demandent si on fait de l'analyse pharmaceutique, à quel niveau, combien on est. Concernant les infirmières, ils vont les interroger sur les doubles contrôles. Par exemple, pour les PCA, il y a besoin que la PCA soit doublement contrôlée. Ils vont les interroger sur la préparation des injectables en salle de soins. Comment font-elles? Comment étiquetent-elles les préparations injectables qui sont faites sur paillasse? Et ça, c'est un élément que vous retrouverez aussi dans la fiche pédagogique sur la prise en charge médicamenteuse. Donc, qu'est-ce que je ne vous ai pas dit? Connaissance des médicaments à risque, connaissance du risque associé aux médicaments à risque. Est-ce qu'on fait des EPP? Est-ce qu'il y en a qui ont été faites? Est-ce qu'il y en a des en cours, notamment sur l'utilisation des morphiniques? Est-ce qu'il y a des remèdes qui sont mis en place? Est-ce qu'on analyse nos événements indésirables? Et voilà. Et est-ce qu'on met en place des mesures d'amélioration? Que vous dire d'autre? Que les experts vont poser plusieurs fois la même question à des professionnels différents. Ils bouclent, rebouclent, re-rebouclent. Et plusieurs experts vont s'occuper d'un même thème. Donc, entre eux aussi, ils croisent tout ce qu'on a pu leur dire. Ils vont poser des questions, oui. Sur l'approvisionnement, comment est-ce qu'on s'approvisionne? Comment est-ce qu'on a une procédure sur la gestion des ruptures de stock? Comment on communique vis-à-vis des services de soins sur ces ruptures de stock? Si on a une panne informatique, est-ce qu'on dispose d'une procédure dégradée? Montrez-nous votre procédure. Voilà. Comment faites-vous? Il s'intéresse également au transport. Donc pour les chimiothérapies, comment les transportez-vous de la pharmacie vers les services de soins? Est-ce que vous identifiez vos containers de transport avec un sigle particulier? Est-ce que les personnes qui transportent sont formées? Donc c'est vraiment… Ils interrogent beaucoup les professionnels de terrain. Ils nous ont pas énormément demandé de documents qualité, mais ils font un gros travail préparatoire en amont. Ils ont accès à tout un tas de documents de l'établissement et on s'est rendu compte qu'ils avaient pris le temps de les lire et de les analyser. Il s'intéresse aussi à la coordination. Donc, j'ai fait partie d'un traceur ciblé médicaments à risque qui a finalement porté sur l'antibiothérapie.
Donc, ils ont commencé par interroger le médecin en lui demandant comment faisait-il pour prescrire les antibiotiques, de quelle formation avait-il bénéficié, est-ce qu'il y avait une communication entre la pharmacie et lui, enfin, et les prescripteurs, s'agissant des prescriptions, si on avait des remarques, des interventions pharmaceutiques, comment ça se passait entre prescripteurs et pharmaciens. Est-ce qu'il y avait un référent dans l'établissement qu'ils pouvaient contacter s'ils étaient en difficulté par rapport à une prescription? Est-ce qu'il y avait des référents à l'extérieur de l'établissement? Alors, bien sûr, au CHU. Que faisait-il en dehors des ouvertures de la PUI comment faisait-il pour s'approvisionner? Les infirmières ont été interrogées sur leur formation, sur, pareil, que faisaient-elles en cas de besoin urgent de médicaments dans la journée et en dehors des heures ouvrées de la pharmacie. Comment faisait-elle pour préparer les antibiotiques ou les injectables en général sur la paillasse? Quelles étaient les consignes d'approvisionnement entre les services et la pharmacie? Comment faisait-elle pour tracer l'administration? Et à la pharmacie, donc tout ça, ça se passait dans une salle dans le service de soins, mais pour la pharmacie, l'expert visiteur a voulu voir où étaient stockés les médicaments, quelles étaient nos procédures de stockage, s'agissant des antibiotiques, si on avait des EPP sur les antibiotiques et si on suivait des indicateurs. Mais il n'y a pas eu, on avait beaucoup sensibilisé l'équipe en disant, les préparateurs, les internes, en disant que vous serez vraisemblablement interrogés. Et en fait, ils ont beaucoup interrogé les professionnels des services de soins, mais à la PUI, on a été 3 pharmaciens à être interviewés. Qu'est-ce qu'ils ont fait aussi? Ils sont allés faire du picking dans toutes les armoires de service, des services de soins. Ils ont vérifié, donc s'agissant des médicaments à risque, que les médicaments à risque étaient bien identifiés dans les armoires. Donc nous, on a mis une gommette rouge sur les étiquettes des médicaments à risque. Et ils sont allés vérifier dans les réfrigérateurs que les insulines avaient bien une gommette rouge aussi. Et ils ont vérifié que le chlorure de potassium était séparé des autres électrolytes, qu'il n'était pas mélangé avec le sodium. Et vous avez eu combien de traceurs ciblés, en fait, médicaments sur… Alors, on a eu la chimiothérapie. Pour les médicaments à risque, on avait une matinée consacrée à ça. Donc, le premier, c'est tombé sur un antibiotique, finalement. Et puis, le deuxième, en fait, je n'ai pas été interviewée. Il s'est satisfait des réponses du médecin parce que ça ne se déroule pas forcément comme c'est prévu sur le calendrier. Ça dépend du temps dont il dispose, etc. Et le deuxième a porté sur le chlorure de potassium. Et c'est Nathalie Contentin, notre responsable qualité hématologue, qui a été interrogée sur comment est prescrit le potassium. Et il a pu checker aussi dans le service que le potassium était rangé à part dans l'armoire de service. Et on a eu un traceur ciblé aussi sur les médicaments radiopharmaceutiques. Et ça, c'est un radiopharmacien qui s'en est occupé. Florence, quand est-ce que tu as connu en fait le thème des traceurs ciblés en fait avant la visite des experts visiteurs? Je savais que le jeudi matin c'était consacré aux médicaments à risque et surprise entre guillemets, le premier médicament à risque ça a été un antibiotique. Parce qu'ils n'avaient pas. En fait, tout au long de leur visite, ils vérifient où ils en sont par rapport à tous les critères qu'ils doivent renseigner pour la visite HAS. Et le critère antibiotique n'était pas…
enfin, il leur manquait des choses, donc c'est pour ça que c'est tombé sur un antibio en hôpital 2 semaines. Mais, et puis le KCL, donc ça c'était c'était le jeudi matin de 8h30 à 9h45, donc c'était 1h15 de prévu, sachant qu'elle est arrivée un peu en retard, donc ça a été un petit peu moins. Et puis la même chose pour l'autre médicament, et l'autre médicament en fait c'est Nathalie Contentin qui a dit médicament à risque, si je vous propose le KCL, est-ce que ça vous va? Ça s'est passé comme ça. Et il a dit oui, très bien, le KCL. Donc moi, j'avais une experte médecin et elle avait le coordonnateur de la visite qui était responsable qualité. Tu étais pilote du processus PECM sur l'ancienne certification. En tant que pilote, est-ce que tu as pu suivre les experts visiteurs? Est-ce que tu as pu compléter les réponses qui ont été apportées par les professionnels de terrain? Non, non, non. Non, j'ai été là où on me demandait d'aller, hein, parce qu'il y a un planning qui est établi. Mais sinon, ils interrogent, donc ils ont interrogé entre 100 et 200 personnes pendant les 4 jours et quelques de visite. Mais là, le travail, contrairement à la visite précédente où j'avais passé quasiment 3 heures avec un expert dans une salle à lui dérouler notre processus de management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse, là, ils vont vraiment sur le terrain voir le résultat de cette politique qualité. Est-ce qu'il est mis en œuvre ou pas? Est-ce que les professionnels le connaissent, le comprennent? Voilà, ils vérifient la pertinence de tout ça. Et les questions, oui, ce que je voulais dire aussi, ouais, ça c'est plus par rapport à la deuxième question, quelles difficultés vous avez pu rencontrer, c'est que les questions des experts visiteurs fusent. C'est à la chaîne, les questions s'enchaînent très rapidement et on a très peu de temps pour chercher. Donc la possibilité, si on bloque sur une question, c'est de dire, écoutez, là, je ne me rappelle pas, je vais chercher, je vous donne la réponse plus tard. Mais sinon, ils déroulent leurs questions. Florence, il y a une question d'Élodie. Comment choisir les différents traceurs ciblés, les secteurs, le type de médicaments cibles, antibiotiques, médicaments à risque, la population à cibler? D'abord, je pense que ce n'est pas l'établissement qui va choisir ces traceurs ciblés, c'est bien les experts visiteurs. Ah, c'est les experts visiteurs qui choisissent, oui. Mais dans le cadre de la préparation, on choisit en fonction de l'activité de l'établissement. Enfin, pour nous, c'était très logique de faire un traceur ciblé sur la chimiothérapie, sur les morphiniques, parce que c'est très utilisé. On choisit aussi, ce qui peut aider, c'est les événements indésirables qui se passent dans l'établissement. Ça peut... voilà. Ça peut être une aide. Je pense qu'il y a l'activité, il y a le volume de médicaments prescrits, le risque lié à ce médicament, les événements indésirables. En compilant tout ça, ça permet de choisir. Une autre question de Fabienne. Pour un traceur ciblé, faut-il regrouper des professionnels dans une salle ou vont-ils à la rencontre des professionnels sur le terrain séparément? Alors là, ils sont allés à la rencontre des professionnels dans le service de soins. Oui. Voilà. C'était... Donc, les médecins et infirmières étaient déjà là. Du coup, moi, je me suis déplacée. Et puis après, je lui ai fait voir la pharmacie. Merci. Je pense qu'il y aura encore d'autres questions, mais on pourrait aussi donc voir Bruno, si tu es disponible aussi pour faire un retour de ton expérience à la clinique Saint-Martin de mise en œuvre aussi d'un traceur ciblé médicaments. Ouais, alors nous, c'était vraiment une démarche interne. Nous, pour le moment, c'était pas la certification. Donc, nous, on a mis pour la première fois en œuvre le traceur ciblé en mai 2021. Donc, c'était la première fois qu'on le faisait. La cible pour nous, donc c'était le médicament à risque, c'était les anticoagulants. Parce que là, on le voit là, sur la diapo, on a un gros secteur de cardiologie. Là, le secteur de 48 lits médecine, c'est de la cardio, où on a de la cardio interventionnelle.
Donc un médicament à risque, les anticoagulants, là, qui est très utilisé. Donc on s'est orienté naturellement vers ce médicament-là dans un premier temps. Nous concernant, on n'a pas, enfin, c'est un outil qui est assez facile à mettre en place. Alors nous, les équipes sont déjà fortement habituées à nous voir parce qu'on fait beaucoup de patients traceurs, on en fait une vingtaine par an à peu près. On fait aussi l'évaluation médiévale, ça on la fait régulièrement, donc ils sont quand même habitués à ce type d'évaluation dans les services. Donc globalement, ça c'est assez facile à mettre en place. Nous, c'est planifié, les équipes sont prévenues à l'avance, donc ils savent quel jour on va intervenir dans le service. Donc on arrive globalement à voir tout le monde. Le classique, c'est le médecin qu'on a du mal à attraper là dans le couloir, mais sinon globalement, pharmacien, infirmier, préparateur, tout ça, on arrive à les rencontrer facilement dans les services. Donc il y a quand même une étape de préparation. Nous, on a utilisé l'outil, la grille Calista. Et là, quand j'entendais Madame Bazuot, là, en fait, ce que font les experts visiteurs, et moi j'ai des retours d'expérience d'autres établissements du groupe Ramsay, où en fait ils déroulent la grille Calista. Hein. Dans tous les retours d'expérience que j'ai eus, moi c'est un peu ça. Ils ont même l'outil devant les yeux et même certains le saisissent en live pendant les évaluations de terrain. Donc vraiment, ils déroulent la grille. Néanmoins, pour nous, la grille, il faut la retravailler un peu parce que quand on la génère sur Calista, en fait, ça concerne tous les médicaments et produits de santé. Donc, il y a un tri à faire dedans pour n'avoir que ce qui nous concernait, nous, c'était le médicament à risque, donc anticoagulant. Donc, il y a un petit travail à faire en amont et puis ensuite, on va à la rencontre de manière classique là, des professionnels. Et pareil, nous, globalement, on a déroulé la grille. En amont, on avait quand même utilisé la petite fiche pédagogique là, traceur ciblé, enfin toutes les fiches là, je trouve qu'elles sont plutôt bien faites. Donc on présente un peu ce qu'on va faire aux équipes au démarrage là, avant de commencer l'évaluation, on leur représente ce que c'est que la méthode en utilisant la petite fiche là qui est vraiment bien faite. Donc ça prend quelques minutes. Et puis ensuite on démarre. Nous, l'enjeu après, c'était une fois qu'on a fait l'évaluation qu'on a des résultats. Calista ne permet pas de faire une restitution aux équipes parce qu'il faut vraiment une somme colossale d'évaluation pour avoir une analyse à peu près fine de nos pratiques. Donc nous, on a fait un outil interne à nous qui nous permet de restituer les résultats aux équipes de manière quasi instantanée, quoi, le jour même ou le lendemain. Donc, il y a quand même ce petit travail-là de préparation sur retravailler la grille et la création d'un petit outil spécifique de restitution qui, pour nous, enfin, ce qui me paraît être un enjeu majeur quand on fait ce type d'évaluation, c'est de restituer des résultats pour pouvoir travailler sur les éventuels écarts qu'on aurait constatés, quoi. Alors que Calista, ça empile tout un tas de données qu'on peut finalement exploiter qu'une fois qu'on a fait les 50 ou 60 évaluations prévues par l'outil, quoi. Un établissement comme le nôtre, ça prévoit 25 patients traceurs sur un an, une dizaine de traceurs ciblés. Enfin, ça fait un volume très important pour avoir quelque chose à restituer. Donc, du coup, on a décidé de mettre en place cet outil qui nous permet de communiquer après aux équipes. C'est un truc un peu visuel, sympa, que je pourrais partager d'ailleurs avec vous si vous le souhaitez. Mais voilà, globalement, enfin, c'est une méthode qui est assez simple à mettre en place. C'est pas très long. Enfin, ça met une fois qu'on est dans le service, on met une petite heure, quoi, à voir tout le monde, à avoir tous les éléments et poser toutes les questions quand on déroule l'outil. Et ça pose pas de difficulté, on n'a pas eu de difficulté particulière, nous, à mettre en œuvre sur le terrain, en tout cas. Et c'est toujours bien vécu par les équipes, parce que vraiment, alors nous, dans le cas présent, c'était un patient qui était encore présent, une prescription du jour, donc tout le monde a le dossier en tête, donc c'est assez facile. Et justement, une question de Sandra, pardon. Quel professionnel a fait cet audit interne? Ouais, c'était de l'audit interne. Oui, mais quel professionnel, du coup, ont réalisé cet audit? Alors, c'est l'équipe qualité là, qui l'a fait. Et du coup, on est toujours accompagné, on est toujours deux ou trois selon la thématique. Alors là, on était sur des médicaments, donc il y avait un pharmacien qui était avec nous. Et puis le cadre du service aussi qui nous accompagne. Mais sinon, c'est piloté, c'est initié par l'équipe qualité, quoi. Moi, j'avais une question, Bruno, c'est toutes ces évaluations, est-ce que finalement tu les as envoyées à l'HAS via Calista ou est-ce que tu les as gardées pour toi? Non, alors pour le moment, on n'a rien envoyé. En fait, on a commencé, donc l'année s'est écoulée, donc là, on est sur un statut. Alors là, c'est reparti de zéro, là, donc on a un truc où c'est marqué
résolu ou je sais pas quoi, un terme un peu bizarre. Mais du coup, vu qu'on n'a pas eu le temps de tout balayer, en fait, ça rend Calista ne donne que des résultats un peu partiels, quoi. Il n'y a rien de global. Nous, on ne le renvoie pas à l'HAS. C'est pas mon choix à moi, d'où c'est un choix du groupe. Et tous les établissements Ramsey qui sont déjà passés ont eu le sentiment que ce qu'il y a dans Calista n'était pas très très connu des experts visiteurs et qu'ils s'en inquiétaient que finalement très peu, quoi. Donc je pense que cet outil-là, en tout cas pour le moment, c'est vraiment un outil à utiliser en interne pour préparer les équipes justement aux méthodes qui seront utilisées pendant les certifications. Mais je pense qu'il n'y a pas une grande utilité pour le moment pour les experts d'avoir ces données-là. En tout cas, ce n'est pas une obligation, hein. C'est pas une obligation et du coup, nous, enfin, le choix du groupe, ça a été de ne pas l'envoyer. Sachant que c'est très compliqué de tout mettre en œuvre sur un an. C'est voire quasi impossible, hein. Enfin, je ne sais pas pour vous dans vos établissements, mais nous, sur un établissement comme le nôtre, qui est pourtant pas gigantesque, c'est déjà très compliqué, hein. Donc les patients traceurs, nous, c'était habituel. Donc les 25, on avait réussi à les faire, mais c'est quand même un volume important, sachant qu'il n'y a pas que ça. Là, on a rajouté les traceurs ciblés, enfin toutes les autres méthodes d'évaluation, ça fait quand même beaucoup. Et Calista n'a un intérêt que si on a tout complété, quoi. Sinon, on n'a que des résultats partiels. Merci Bruno. De rien. Est-ce qu'il y a des questions encore qui restent en suspens de la part de nos collègues? Ben voilà, oui, justement, on arrive aux questions. Sinon, même s'il y avait d'autres questions, hein, avant de parler, oui, sinon des accompagnements. Mais c'est vrai que là, cette nouvelle certification, comme ça a été dit, hein, c'est pas une évaluation comme avant, seulement des moyens mis en œuvre, hein, mais on est bien aujourd'hui sur une évaluation donc des résultats, de beaucoup d'évaluations sur le terrain. Et voilà, ces critères qui sont regardés justement par l'intermédiaire de ces 4 méthodes d'évaluation et le calendrier de visite. C'est finalement la répartition de ces 4 méthodes d'évaluation et avec passage dans beaucoup, beaucoup de services. Donc. Bonjour, je suis Marie Corneville, infirmière gestion des risques médicaments sur l'hôpital de Fécamp. Monsieur Bruno Jeanne, vous avez dit que Calista nous permettait pas d'avoir des données fiables. Fiable, c'est que pour avoir un résultat complet, donc avec tous les radars bien complétés et tout ça, en fait, on est obligé de balayer d'avoir réalisé toutes les évaluations, en fait. Sinon, on a des résultats que partiels. Et ça veut dire que moi, vu qu'on avait démarré, si vous faites un traceur ciblé que vous le mettez dans Calista, en fait, ça va pas vous donner grand-chose. C'est pour ça qu'on a... Pardon, allez-y. Est-ce qu'il peut nous permettre de pointer les sujets où on a des points à améliorer, ou est-ce que il faut vraiment faire beaucoup de traceurs patients pour pouvoir avoir vraiment cette donnée fiable? Je pense qu'il faut en faire beaucoup. Alors après, on peut retrouver en cherchant dedans, en allant rechercher critère par critère, les critères sur lesquels on est passé, on va avoir plein de radars, on va avoir un radar par critère, quoi. Donc c'est un peu compliqué. En tout cas, pour moi, pour communiquer aux équipes, en l'état, l'outil n'est pas suffisamment adapté. C'est pour ça que nous, on a développé un outil en interne pour pouvoir communiquer immédiatement aux équipes des résultats de l'évaluation en question, quoi. Mais Calista permet d'avoir, je pense, une vision très globale de toute la qualité, gestion des risques, prise en charge, etc. Mais une fois qu'on en a fait beaucoup, quoi. Quand il y a 1, 2, 3 ou quelques évaluations de fait, ça ne donne pas grand-chose. Merci. Ouais. Une autre question de Florence. Bonjour, merci pour votre présentation très concrète. Je suis inquiète, mais non, ne le sois pas, car on n'a plus de responsable qualité au mauvais moment pour coordonner tout ça. Est-ce qu'on peut avoir un soutien de Calva pour nous aider? Merci, je suis actuellement présidente de CME et pharmacien au CH de Pont-l'Évêque. Oui, Florence, je ne peux pas m'avancer pour Calva, mais bien sûr. Et puis pour l'Omédit aussi, on peut t'aider aussi, il n'y a pas de souci. Et sur la méthode de la nouvelle certification, alors je te laisse compléter.
Ton micro, Anne-Laure. Oui, merci. D'ailleurs, au niveau des outils aussi, je voulais redire Calva a mis à disposition déjà les grilles Excel. Enfin, on peut de Calista, vous pouvez directement les extraire en format Excel. Mais on a déjà fait au minimum, en fait, je dirais, la vision avec un résultat en radar. Et puis, charge à vous, voilà, sinon de le mettre, de l'adapter à votre structure et puis le rendre, voilà, plus joli ou autre. Et déjà, ça permet quand même de faire, un retour aux équipes. Donc ça, il y avait ces fiches. Après, oui, faut pas hésiter à nous contacter, sinon par rapport au soutien, en tout cas, on a différents outils et puis on peut, voilà, on peut en discuter. Après, on n'est pas là, on peut pas aider après toutes les structures qui sont en manque de temps qualité. Là, c'est plus difficile, mais il n'y a pas de souci pour se contacter après. Après, Florence, n'oublie pas qu'il y a des visites de risque qui peuvent être faites très simplement, qui reprennent un peu l'ensemble des critères qui sont évalués dans le cadre de la nouvelle certification. Tu as les grilles de l'Omedit sur les produits de santé et avec Calva, on peut très bien réaliser un audit qui permettra déjà d'identifier les situations potentiellement à améliorer. Donc, ça peut déjà être une très bonne aide, ce genre d'outil. Un rappel, mais on aura l'occasion d'en discuter dans d'autres rencontres certification médicaments. Mais sachez que dans les critères d'observation, donc là, les critères d'observation qui sont communs aux méthodes traceurs, donc là, il y a des critères spécifiques sur le médicament, le stockage des médicaments dans les services. Donc là aussi, n'hésitez pas à regarder ces critères d'observation parce que c'est les mêmes et c'est ces critères-là qui seront évalués. Donc voilà, ça gagne du temps et surtout, vraiment, on le répète à chaque fois, mais vis-à-vis du choix même des actions à mettre en place, privilégier vraiment les critères impératifs. Vous avez d'autres questions? Nous allons ouvrir un petit forum de discussion où vous pourrez poser vos questions tout au long de l'année et on répondra et vous aurez la traçabilité des réponses qui seront apportées à chacun, de manière anonymisée, bien sûr. Il n'y a pas d'autres questions. On peut vous proposer un peu tous les outils déjà que vous pouvez aller retrouver dans les boîtes à outils et de Calva. Donc avec Calva, on souhaite initier d'autres webinaires sur la certification. Sur une autre méthode, comme l'indiquait Anne-Laure, donc il y a la grille d'observation. On souhaitait s'attaquer à l'autre critère impératif, tout ce qui est analyse collective des événements. D'ailleurs, on a eu une question sur, Anne-Laure, tu parlais du traceur ciblé sur les événements indésirables graves, sachant que le critère a été modifié. Est-ce qu'on est sur tous les types d'événements indésirables, graves ou non graves, maintenant sur le traceur ciblé? Je crois que oui. Alors oui, mais pour autant, c'est vrai que dans le traceur ciblé, je pense que le choix des EV restera quand même toujours de prendre une cible, de prendre un EIG. Même si par contre, le critère, il sera évalué pour la gestion des événements indésirables. Mais alors, on n'a pas assez de retours encore aujourd'hui, mais juste pour le traceur ciblé événements indésirables, je pense qu'il sera privilégié EIG. Mais à confirmer. C'est vrai que là aussi, on est encore au début, donc on n'a encore pas la vision totale. Ensuite, il y aurait un autre sujet, la maîtrise du risque de dépendance iatrogène, la prise en charge de la douleur qui est un critère impératif, le bon usage des antibiotiques, les bonnes pratiques d'antibioprophylaxie, également critère impératif. Un webinaire qui sera dédié aux dispositifs médicaux, qu'on fera certainement en commun avec l'Omedit Centre Val-de-Loire, et un webinaire spécifique pour les hospitalisations à domicile. Donc, vous avez 2 boîtes à outils certification sur le site de Calva et sur l'Omedit de Normandie, Omedit Normandie, dédié aux produits de santé. Vous avez des formations, donc Anne-Laure Calva fait déjà des formations, c'est ça, sur la nouvelle certification? Voilà.
comprendre la nouvelle certif, sur formation traceur ciblé, parcours traceur et patient traceur. Audit système va venir pour 2022. Et là, on est en train de la mettre en format e-learning pour 2022, avec une partie plus de questions-réponses. Et puis, il y a toujours, je rappelle, la formation, tout ce qui est gestion des erreurs médicamenteuses, et puis analyse d'événements indésirables. Vous avez le module d'e-learning sur la formation gestion des erreurs médicamenteuses qui vous est mis à disposition si vous le souhaitez via la plateforme collaborative de l'Omedit Normandie. C'est le même support que notre formation DPC avec Calva. Donc n'hésitez pas, vous pouvez tout à fait sensibiliser vos professionnels à partir de ces outils. Tous les Omedit se sont organisés pour que le réseau Omedit puisse vous mettre à disposition pour tous les critères les outils qui peuvent vous aider justement pour avoir le maximum d'appui possible. Sur ce fichier, vous avez donc effectivement pour les critères de certification le choix sur le secteur d'activité concerné, le niveau d'exigence que vous souhaitez, les types d'outils, est-ce que ce sont des affiches, des applications, des cartographies, des modules e-learning, des évaluations, etc., des formations. Et puis ensuite, vous avez l'indication de l'Omedit qui a réalisé cet outil. Donc 5 filtres pour aller le plus rapidement possible. Il y aura également un forum de questions-réponses. Pareil, on travaille réseau Médit et au niveau de la région, on travaille également avec Calva, qui est en lien aussi avec la FORAP, pour vous apporter un maximum de réponses à l'ensemble de vos interrogations. Il n'y a plus qu'à. Merci à tous. Est-ce que vous avez d'autres questions? Des remarques, des souhaits particuliers? Des outils qui vous manqueraient et que vous souhaiteriez qu'on commence à développer sur la région? Si le format vous convient, c'est vrai qu'en plus, on va même mettre dans les temps, Céline. Donc, c'est parfait. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions. Ah oui, pour rappel juste, c'est vrai, il y aura les retours d'expérience sur les audits croisés. Donc ça, ce sera sur les audits croisés médicaments fin novembre, début décembre. Mais c'est vrai que là, je voyais quelqu'un qui parlait d'audits croisés. Je sais que des établissements, et nous, on a déjà mis, Calva a mis en relation aussi déjà des structures qui voudraient, oui, des fois se faire une méthode d'évaluation, mais de faire croiser. Ça, il n'y a pas de souci. Enfin, vous pouvez utiliser aussi des forums pour pouvoir trouver avec quel établissement vous pourriez, pour ceux qui sont partants, faire en audit croisé. Merci beaucoup. On vous dit à très bientôt. Donc, vous allez retrouver le diaporama, il est déjà sur le site de l'Omedit. Vous l'avez dès que possible sur le site de Calva. Et on vous met aussi également la vidéo de ce webinaire en libre accès. N'hésitez pas. Bon après-midi. Merci à Merci beaucoup. Merci. Au revoir.